Les Noirs, en fait, nous sommes, notre communauté, on est des champions pour nous soutenir dans la parole. Ouais, ma sœur, ouais, mon frère, c'est bien, vas-y, continue, je te soutiens, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça fait plaisir. En toute sincérité, ça motive, ça fait plaisir. Sûr, ouais. Mais c'est pas ça qui va faire décoller une affaire, en fait. Ouais. Le soutien, c'est venir dépenser votre argent dans les entreprises créées par les frères et les sœurs de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez 1 euro dans la communauté noire, l'euro, il rentre, il ressort directement. Vous prenez 1 euro dans la communauté asiatique, en tout cas chinoise, par exemple, il va tourner pendant 10 ans avant d'en sortir. J'exagère, mais c'est un peu le cas. Dans la communauté juive, c'est pareil. L'euro, il va tourner plusieurs fois avant d'en ressortir. Alors que le noir, dès qu'un euro rentre, il ressort directement chez quelqu'un. En France, il y a des communautés qui sont là et certaines ne gênent pas. La communauté juive, par exemple, elle est ultra communautaire, mais ça n'a pas l'air de gêner les gens, ce que je peux comprendre. La communauté chinoise, par exemple, est ultra communautaire, ça ne gêne pas les gens. La communauté maghrébine est aussi ultra communautaire, ça ne gêne pas les gens. La communauté indienne est ultra communautaire, ça ne gêne pas les gens. Indiens, en fait, quasiment tout le monde est communautaire. La communauté blanche est communautaire, ça ne gêne pas les gens. Ça c'est fort, ça, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. La plus grande des communautés en France, c'est quand même la communauté blanche, parce que c'est leur pays, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Par contre, lorsqu'il s'agit des Noirs, ça dérange. Ça dérange les gens que le Noir soit communautaire. Alors que ça dérange les gens, c'est une chose, mais ça dérange aussi le Noir lui-même, en fait. C'est-à-dire que le Noir ne veut pas être communautaire. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que le grand perdant de l'histoire, ce sera lui, ce sera pas les autres. Parce que les autres, eux, ils avancent, ils continuent dans leur communauté, ils avancent, ils créent des choses. Comment je vois, par exemple, beaucoup de petits, là, de nos petits frères qui traînent avec des Arabes, enfin des Maghrébins par exemple. Les Maghrébins, eux, ils ont construit des choses. Ils ont des mosquées, ils ont des pompes funèbres pour rapatrier les corps chez eux. Oui. Ils ont des boulangeries, ils ont des salons de coiffure, ils ont tout. Et nous qui traînons avec eux, qu'est-ce qu'on a retiré de ça? Rien. Est-ce qu'on a nos pompes funèbres? Est-ce qu'on a rien en fait? Parce qu'on ne crée pas les choses, parce qu'on ne veut pas être communautaire. Et finalement, qui perd? Eh ben c'est toujours nous, parce qu'on va toujours dépenser notre argent chez les autres, et les autres ne nous respectent pas en fait. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe et aujourd'hui dans cette vidéo, comme tu peux t'en apercevoir, je ne suis pas seul, je vais te présenter mon invité dans quelques minutes, quelques secondes même, parce qu'en fait on a décidé de faire une vidéo en 2 parties, donc les 2 parties sont disponibles en fait. Après avoir regardé cette vidéo, tu pourras accéder à la 2e partie de la vidéo sur sa chaîne. Mais on va t'en parler un peu plus tout à l'heure quand elle va se présenter. L'idée en fait, c'était de pouvoir parler un peu, bien évidemment, des thématiques qui nous concernent en fait en tant que descendants et africains vivant. Alors, on a un peu des profils finalement assez ressemblants parce que on est tous les deux nés en Afrique et aujourd'hui on est en Europe. Elle a aussi une chaîne YouTube avec une très bonne audience dans laquelle elle parle de thématiques très engagées. Et l'idée en fait aujourd'hui pour nous c'est de pouvoir parler en fait du succès, de la réussite des Noirs dans le monde de manière générale en se basant un peu sur nos expériences. Comment est-ce que les Noirs gèrent le succès? Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'il y en a peut-être moins que chez les autres? Et puis surtout, comment faire pour inverser la tendance? Qu'est-ce que nous on commence à expérimenter aujourd'hui et qui semble être la solution vers laquelle aller? On va balayer beaucoup de choses dans cette interview, on va se dire les choses de manière très trash, hein. De toute façon, ni elle ni moi n'avons pas l'habitude de passer par 4 chemins, donc on se dira les choses et puis bien évidemment on attend de toi que tu puisses partager massivement la vidéo, que tu puisses commenter pour nous dire ce que tu en penses et puis comme d'habitude tu n'hésites pas à mettre un j'aime et à t'abonner à nos 2 chaînes, surtout si tu es nouveau ici. Parce que sur ma chaîne, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 moyens par lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. J'ai beaucoup parlé et aujourd'hui je suis avec Naturi Eben, si tu ne la connais pas encore. Donc Naturi Eben est une youtubeuse, mais au-delà d'être youtubeuse, c'est une dame entrepreneur qui a chèrement l'Afrique à cœur et qui dans son contenu justement partage un peu ses expériences, mais n'hésite pas à aborder vraiment des thématiques de réflexion et je trouve qu'elle a de très bonnes réflexions, mais c'est aussi dû à son vécu, c'est quelqu'un qui a une vraie histoire, c'est pas juste quelqu'un qui s'est levé hier et qui est venu sur YouTube. Non, elle a un vrai parcours dont elle va nous parler d'ailleurs et qui va te permettre peut-être de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est autant engagée et qu'est-ce qui nourrit sa réflexion parce qu'elle a essayé beaucoup de choses. C'est une chef d'entreprise aussi et puis elle va nous parler un peu de tout ça. On va parler justement de la communauté noire, du fait que quand un Africain crée son produit, malheureusement parfois il n'est pas tant soutenu que ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça et comment faire pour pouvoir inverser cette tendance-là? Salut. Je te tends la main quand même si tu veux. T'es mon frère. Ouais, je te dis. Donc, salut Naturi Eben. Salut.
Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Ouais. Donc je suis Naturie Eben et je suis spécialiste du cheveu crépus depuis maintenant plus de 15 ans. J'ai écrit 2 livres sur l'entretien des cheveux crépus et j'ai aussi sorti une gamme de cosmétiques certifiés biologiques avec dedans des ingrédients issus de la pharmacopée africaine parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous et je voulais vraiment remettre ça en ordre parce que c'est ce qui nous convient le mieux au final. Et donc j'ai aussi une chaîne YouTube où je vous parle de panafricanisme, de thématiques liées à tout ce qui concerne la communauté noire. Je vous parle aussi de beauté, etc. Voilà. Et ta chaîne s'appelle Naturie Eben. Naturie Eben. Tu auras tous les détails pour tous ces réseaux en barre de description. Et je t'invite vraiment à la suivre parce que si tu suis ma chaîne, tu ne seras pas déçu de la suivre. Tu peux me faire confiance là-dessus. Ben écoute, merci beaucoup pour ta présentation. Alors, d'emblée, on attaque. D'où te vient cette idée de parler de cheveux crépus en France alors que, ma foi, quand tu as commencé, c'était encore un peu tabou quand même à l'époque. Ouais. En fait, moi, j'ai toujours été une militante, on va dire, panafricaine. Quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, en fait, j'allais dans toutes les rencontres panafricaines de Paris, les colloques, les meetings, etc. Enfin, vraiment tout, parce que j'ai toujours été intéressée par ça. Comme j'ai pas eu la chance de finalement grandir en Afrique, j'ai eu besoin de retrouver de l'Afrique, justement, dans ma vie, et donc en allant vers le côté panafricain. Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas continuer à dénaturer une partie de moi-même tout en me disant fière d'être africaine. Donc, c'est-à-dire modifier la texture de mes cheveux. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé j'ai arrêté le défrisage, j'ai arrêté les tissages, etc. Et j'ai retrouvé mes cheveux naturels. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans cette démarche. Donc, à l'époque, il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais créé un forum qui s'appelait Cheveux Eben où, justement, on parlait aux femmes, on donnait des conseils, on les accompagnait dans leur retour au naturel. Et à travers le retour au naturel, qui pourrait être finalement pensé comme une thématique assez vaine, assez, superficielle, mais pas du tout, en fait. Parce que ça pousse à la réflexion, ça pousse à l'introspection, ça pousse au retour sur soi, en fait, à la connaissance de l'Afrique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment commencé à s'intéresser vraiment à nos origines, à l'Afrique, au continent, à la communauté noire, à tout ce qui se passe et tout ce qui s'y réfère. Et c'est comme ça qu'on aborde différentes thématiques, alors qu'on a commencé à partir du cheveu. D'accord. Ben justement, qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, tu aies envie de retourner vers l'Afrique? Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Africains qui sont nés ici, du moins de parents africains, et qui parfois ont le sentiment que l'Afrique, ça ne leur parle pas trop. Qu'est-ce qui fait que toi, tu prennes conscience que même si finalement j'en suis parti de l'Afrique il y a très longtemps, il faut que je retourne vers là? Est-ce que tu as subi des choses? Est-ce que c'est ton parcours? Est-ce que c'est de la discrimination? Qu'est-ce qui te fait te dire, il y a quelque chose qui me manque? En fait, je pense que c'est quelque chose. Il y en a pour qui ont des vécus comme ça, discrimination, retour aux sources. Moi, ça n'a pas forcément été ça. Ça a été, je suis née comme ça, en fait. Tu vois, je suis née comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, ne serait-ce qu'au collège, on m'appelait déjà... au collège, dès qu'on disait un truc sur les Noirs, j'étais toujours là en train de parler, de répondre, etc. Au lycée, on m'a appelé Black Panther, Malcolm X, dans tout mon lycée. En études supérieures, c'est pareil, on m'appelait Malcolm X, Rosa Parks, même encore aujourd'hui, en fait. Ça a toujours été quelque chose qui était en moi. Et donc, du coup, il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui soit en référence avec la communauté noire. D'accord. Et donc, quand tu as commencé à t'intéresser à ce sujet-là, tu t'es rendu compte finalement qu'il y avait d'autres personnes. Aujourd'hui, juste de manière rétrospective, si tu as une jeune fille aujourd'hui ou un jeune gars qui t'écoute, parce que je pense que c'est le cas, qui est ado peut-être aujourd'hui et qui se pose la question, comment il fait? C'est quoi la démarche? Comment il peut commencer à s'intéresser à l'Afrique davantage s'il a envie d'aller un peu plus loin? Davantage, moi je dirais déjà de commencer par lire des livres. Il y a des livres qui sont très simples, des auteurs qui sont très simples. Pas forcément commencer directement par Charanta Diop parce que c'est assez difficile à comprendre, surtout quand on est jeune. Mais vous avez pas mal d'auteurs que vous pouvez regarder, que vous pouvez lire. Il y a la librairie Taméry à Paris qui justement a plein de livres, que ce soit pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour les un peu plus âgés. Vous pouvez vraiment commencer par là. Vous avez aussi le site amadura.net qui a été créé par des frères et des sœurs de la communauté où on trouve par exemple des romans, des mangas, des BD vraiment consacrés à l'Afrique. Donc on peut vraiment commencer, je pense, par là. Ensuite, il y a des expositions, il y a pas mal de choses. La communauté noire en France, elle bouge, elle fait énormément de choses. Encore faut-il juste qu'on y aille en fait et qu'on regarde. Qu'on s'intéresse en fait. Exactement. Ouais. Écoute, j'espère que l'appel est clairement passé. Du moins, si tu te posais la question, tu auras une réponse très claire là-dessus. Alors du coup, le deuxième volet, tu te lances sur YouTube. Tu d'ailleurs crées des produits. Tu as écrit des livres. Qu'est-ce qui te pousse à un moment donné à te dire, il faut que je laisse une trace, et après, qu'est-ce qui te pousse à te dire, il faut que je crée un produit?
Parce que on est toujours, en fait, moi je me suis dit la chose suivante. Donc pour nous c'est l'autodétermination, parce qu'on ne peut pas toujours continuer à prôner le fait de faire des choses et de ne jamais agir en fait. Parce que là-dedans finalement nous sommes les champions. C'est un peu ce que je disais dans une de mes vidéos en fait, c'est que nous sommes les champions de parler, mais de pas agir. On ne sait pas agir en fait. L'action, on a encore du mal à être dedans. Et je me suis dit que ça fait peut-être 10 ans, enfin peut-être 7-8 ans que je conseillais sur les cheveux crépus, que je faisais que je donne des conférences, j'en donne à travers l'Afrique, j'en donne à travers l'Europe. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux laisser aux gens? Quel cadeau je peux offrir à la communauté? Donc le cadeau que j'ai offert à la communauté, ce sont les 2 livres que j'ai écrits, parce que je me suis dit que voilà, les paroles s'effacent et les écrits restent. Donc du coup, écrire, c'est déjà un premier pas, afin d'avoir quelque chose de concret. Quand les gens me posent des questions, je peux les renvoyer directement vers le livre. Voici le livre, tout est condensé, tout est expliqué. C'est vraiment le cadeau que j'ai voulu faire à la communauté. Ensuite, quand vous parlez beaucoup de cheveux crépus, les gens vous demandent toujours des produits. Qu'est-ce que je peux mettre sur mes cheveux? Qu'est-ce que je peux mettre? Donc du coup, la suite logique était justement de créer une gamme de cosmétiques pour répondre à ce besoin. D'accord. Voilà. Donc on va revenir sur les produits, ensuite on va terminer on va commencer par les livres plutôt. De quoi parlent tes livres? C'est quoi les titres? Et ensuite tu nous diras comment on peut faire pour les avoir aujourd'hui. Alors mon premier livre s'appelle Le retour au naturel ou comment s'occuper de nos cheveux crépus, qui est sorti en 2012. Et la préface a été signée par la championne olympique Eunice Barber, d'ailleurs que je salue et qui vraiment est une preuve pour moi d'autodétermination, parce que je n'avais rien à lui offrir en contrepartie. Je lui ai demandé si elle voulait bien écrire la préface de mon livre, juste parce que je suis une petite sœur et que je l'admirais beaucoup et que je voulais juste qu'elle écrive la préface de mon livre, ce qu'elle a accepté de faire absolument sans aucune contrepartie. Donc pour ça, je serai toujours reconnaissante envers Eunice Barber pour ça. Et donc dans mon premier livre, en fait, c'est un livre vraiment didactique pour les personnes qui souhaitent retourner au naturel, c'est-à-dire arrêter de défriser leurs cheveux, arrêter de porter des tissages, des perruques et vraiment retrouver leurs cheveux crépus, frisés ou bouclés. Et donc je donne vraiment les basiques. C'est vraiment les basiques, les conseils, le départ, le début. On apprend énormément de choses. Mon deuxième livre est sorti en 2015. Il s'appelle Connaître et magnifier nos cheveux crépus. Et ce livre-là, en fait, c'est pas vraiment la suite du premier livre, mais j'aborde des thématiques différentes, toujours liées aux cheveux, mais on va un peu plus loin dans les explications. Donc c'est un livre un peu plus technique, un petit peu plus poussé, où on apprend différentes choses, où je vous parle aussi de panafricanisme, où je vous parle aussi de mon expérience personnelle. Et mes livres, pour l'instant, peuvent être trouvés directement en me contactant moi, sur mon adresse email qu'on va vous afficher. Oui, tout à fait. Ok. Donc vous écrivez à l'adresse email que j'affiche. Et puis vous pourrez vous procurer les livres de Nature Ébène. Très bien. Mais du coup, tu as décidé par la suite de pouvoir créer des produits. J'imagine que pareil, comme tu l'as dit, c'était la suite logique. Et tes produits, ça s'est bien passé, ça a bien marché. Déjà, où est-ce que c'est quoi la particularité de tes produits? Parce que je sais que tu as parlé un peu de pharmacopée tout à l'heure. La particularité de mes produits, c'est que pour moi, il était important, indispensable de créer des produits issus de la pharmacopée africaine, c'est-à-dire utiliser des ingrédients qui viennent d'Afrique, parce que si les ingrédients poussent chez nous, c'est qu'ils sont bons pour nous et qu'ils sont adaptés à nous. On n'ira pas mettre du karité sur un cheveu de type caucasien sur une blanche. Ça ne lui conviendrait pas. Et raison pour laquelle le karité ne pousse pas ici en Europe. Si le karité pousse en Afrique, c'est parce que c'est adapté à notre type de cheveux et qu'on doit utiliser les produits qui proviennent de chez nous, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas utiliser les autres produits, évidemment, mais ce qui nous conviendra toujours le mieux, c'est ce qui vient de chez nous, en fait. Et pour moi, c'était important. Donc j'ai utilisé par exemple du beurre de karité, voilà, que tout le monde connaît. J'ai utilisé par exemple de l'extrait de bissap, parce que le bissap a énormément, enfin ce qu'on appelle le foléré chez nous, nous on est camère, le foléré, Donc en fait voilà, le foléré, le bissap, appelez ça comme vous voulez, ça a vraiment des vertus cosmétiques, médicinales que les gens ne savent pas. C'est un produit qui est par exemple le vasodilatateur, qui va permettre de dilater les vaisseaux sanguins quand on l'applique sur le cuir chevelu par exemple, afin de stimuler les vaisseaux sanguins, apporter de nutriments à travers l'oxygène qui va passer par les vaisseaux sanguins, afin de nourrir le bulbe du cheveu et avoir une meilleure pousse du cheveu par exemple. Donc ce sont des produits comme ça que j'ai utilisés dans ma gamme de cosmétiques. J'ai utilisé aussi des huiles africaines, voilà. D'accord, très bien. Et donc, du coup, quand là, je veux qu'on parle un peu du parcours entrepreneur. Comment tu fais pour t'approvisionner ces produits-là et puis surtout le marché en Europe et même dans le monde? Est-ce que tes produits ont été bien accueillis? Est-ce que tu as eu le sentiment que les frères et sœurs de la communauté t'ont soutenu? J'ai un peu une idée de la réponse, mais... alors oui. Déjà, la première question, oui. Comment tu fais pour te provisionner Ici, la cosmétique, c'est un métier qui est très réglementé, ultra réglementé. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. On s'approvisionne auprès de laboratoires. Et moi, ma gamme
été certifiés biologiques. Donc du coup, les matières premières végétales sont toutes biologiques. Donc du coup, on a des tests d'innocuité, de stabilité, etc. pour voir que les produits sont bien. On vérifie aussi au niveau des bactéries s'il y en a pas. On vérifie les microparticules, que tout est bio, etc. Qu'il n'y ait pas tout ça dedans. Donc ça, c'est une première partie, voilà, de comment on fait. Ensuite, au niveau de la réception, moi, en toute sincérité, je veux dire, j'ai pas à me plaindre, j'ai envie de dire, du lancement de ma gamme, dans le sens où j'avais déjà une petite notoriété. Donc du coup, j'ai pas galéré pour me faire connaître parce que les gens me connaissaient déjà. Et en fait, ce qui est difficile finalement en France, c'est que les banques françaises, par exemple, ne financent pas le stock. Donc, dès l'instant où votre produit ne représente que du stock, vous n'aurez aucune banque qui va vous financer. Donc, du coup, c'était vraiment un financement de moi, mon mari, ma famille, etc. On a financé. Et au bout d'un moment, il faut injecter de l'argent pour qu'une marque puisse décoller. Parce que la demande est très forte. J'ai une très forte demande, mais les stocks ne suivent pas. Donc, je ne peux pas satisfaire la demande que j'ai parce que j'ai pas le fonds de roulement nécessaire pour pouvoir pallier justement à ça. Donc, du coup, quand on se retrouve un peu dans ça et qu'on a dépensé un peu toutes ces économies, et que les banques ne suivent pas, finalement on se retrouve souvent en rupture de stock. Donc là actuellement les produits sont en rupture de stock. J'attends de voir comment faire afin de trouver soit un financement, soit voir comment je vais continuer par la suite. Donc en ce sens, j'ai quand même été soutenue par la communauté, même si évidemment, évidemment, on aurait pu avoir beaucoup plus de soutien encore. Mais quand même, au niveau des produits, quand même, je pense que quand même que j'ai eu pas mal de soutien. Et puis c'est quand même différent parce que quand on lance des produits cosmétiques comme ça, on vend beaucoup à des distributeurs en fait. On vend pas forcément au client final. Oui. Voilà. Donc du coup, quand ça passe par les distributeurs, pour nous c'est beaucoup plus facile parce que les distributeurs ils prennent en gros. Et voilà. Donc pour nous c'est plus facile de vendre directement aux distributeurs qui eux vont à des détaillants en fait. D'accord. Ok. Très bien. Et dans ton expérience aujourd'hui de l'engagement ainsi de suite. Il y a une phrase qui revient souvent et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle vu que toi tu es dans le business. Ouais. Les Noirs ne se soutiennent pas entre eux. Ouais. Je l'entends tous les jours. Dans vrai. Tous mes directs, la phrase revient. C'est vrai. Dans les commentaires de mes vidéos, la phrase revient. Quelle est ton expérience par rapport à ça? Alors moi je pense que moi, au niveau de ma gamme de cosmétiques, par exemple, je veux dire, comme c'était quelque chose que je vendais aux distributeurs, donc quelque part, ça allait parce que c'était des distributeurs qui prenaient des grosses quantités. Mais par exemple, si on fait de la vente directe aux frères et aux sœurs, le problème, c'est que clairement, je pense pas qu'il y a un seul entrepreneur noir ici en France qui va vous dire que ils se sont soutenus par sa communauté, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'attends juste qu'on me cite ne serait-ce que 2, 3 ou 4, 5 noms d'entrepreneurs noirs qui se sont réellement exposés en France et qui ont vraiment explosé en France. Alors, il y en a toujours quelques-uns qui ont explosé, mais par rapport au nombre qui essayent et qui souffrent parce que justement on n'a pas le soutien de la communauté. Et ce que j'appelle le soutien de la communauté, c'est-à-dire que les Noirs, en fait, nous sommes notre communauté, on est des champions pour nous soutenir dans la parole. Ouais, ma sœur, ouais, mon frère, c'est bien, vas-y, continue, je te soutiens, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ça fait plaisir. En toute sincérité, ça motive, ça fait plaisir, sûr, ouais. Mais c'est pas ça qui va faire décoller une affaire, en fait. Ouais. Le soutien, c'est venir dépenser votre argent dans les entreprises créées par les frères et les sœurs de la communauté, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez 1 euro dans la communauté noire, l'euro, il ressort directement. Vous prenez 1 euro dans la communauté asiatique, en tout cas chinoise par exemple, il va tourner pendant 10 ans avant d'en sortir. J'exagère, mais c'est un peu le cas. Dans la communauté juive, c'est pareil. L'euro, il va tourner plusieurs fois avant d'en ressortir. Alors que le noir, dès qu'un euro rentre, il ressort directement chez quelqu'un d'autre. Juste pour bien expliquer, quand tu dis tourner, c'est-à-dire que quand la personne va gagner l'argent, elle va le dépenser auprès de quelqu'un d'autre de la communauté qui va le dépenser auprès de quelqu'un d'autre. Exactement. Alors que les Africains, quand ils le prennent, ils le dépensent hors de la communauté, exactement. Donc l'argent entre et ressort. Exactement. Rapidement. Et ensuite, nous sommes les premiers à nous plaindre qu'on n'est pas solidaires, mais en vérité, on est tous comme ça en fait. Puisque si nous-mêmes, on se plaint qu'on n'est pas solidaires, est-ce que nous-mêmes, on fait l'effort d'aller dépenser notre argent chez les frères et les sœurs de la communauté? Nous-mêmes, on ne le fait pas. Autrement, on n'en serait pas là parce que c'est une chaîne finalement sans fin. Et donc du coup, je pense que on a vraiment un manque de soutien flagrant, en tout cas au niveau francophone ici en France, entre nous de la communauté. Il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses, mais il y a encore cette gêne, il y a encore ce manque ce palier qu'on n'arrive pas à franchir. Tu arrives donc à ce que je voulais aborder avec toi, le communautarisme. Oui. Le mot banni, le mot qu'il ne faut pas prononcer, interdit. Ça découle de là. Les Noirs ne veulent pas ou rejettent en grande partie, en tout cas, au-delà des apparences et des discours, le communautarisme. Pardon. À ton avis, c'est dû à quoi? En fait, déjà, c'est dû à quoi? C'est dû déjà au fait que, alors, on peut pas parler de tous les Noirs. Bien sûr. On va parler vraiment des Noirs plutôt français.
Parce que en Angleterre, aux États-Unis, c'est encore un peu différent. Oui. Pourquoi déjà principalement en France, les Noirs ont du mal avec le communautarisme? Parce que c'est déjà la société française, la culture, la tradition française qui est contre le communautarisme. Tout à fait. Elle est pour l'assimilation, ce que moi j'appelle la désintégration des cultures et des peuples et de l'individu en fait. Pour moi, c'est ce que j'appelle ça comme ça. Et donc du coup, la France ne veut pas reconnaître les communautés. Alors que en France, il y a des communautés qui sont là et certaines ne gênent pas. La communauté juive, par exemple, elle est ultra communautaire, mais ça n'a pas l'air de gêner les gens. Ce que je peux comprendre. La communauté chinoise, par exemple, est ultra communautaire, ça ne gêne pas les gens. La communauté maghrébine est aussi ultra communautaire, ça ne gêne pas les gens. La communauté indienne est ultra communautaire, ça ne gêne pas les gens. Indiens, en fait, quasiment tout le monde est communautaire. La communauté blanche est communautaire, ça ne gêne pas les gens. Ça c'est fort, ça, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. La plus grande des communautés en France, c'est quand même la communauté blanche, parce que c'est leur pays, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Par contre, lorsqu'il s'agit des Noirs, ça dérange. Ça dérange les gens que le Noir soit communautaire. Alors que ça dérange les gens, c'est une chose, mais ça dérange aussi le Noir lui-même, en fait. C'est-à-dire que le Noir ne veut pas être communautaire. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que le grand perdant de l'histoire, ce sera lui, ce sera pas les autres. Parce que les autres, eux, ils avancent, ils continuent dans leur communauté, ils avancent, ils créent des choses. Comme moi, je vois, par exemple, beaucoup de petits, là, de nos petits frères qui traînent avec des Arabes, enfin, des Maghrébins, par exemple. Les Maghrébins, eux, ils ont construit des choses. Ils ont des mosquées. Ils ont des pompes funèbres pour rapatrier les corps chez eux. Oui. Ils ont des boulangeries. Ils ont des salons de coiffure. Ils ont tout. Et nous qui traînons avec eux, qu'est-ce qu'on a retiré de ça? Rien. Est-ce qu'on a nos pompes funèbres? Est-ce qu'on a rien, en fait? Parce qu'on ne crée pas les choses. Parce qu'on ne veut pas être communautaire. Et finalement, qui perd? Eh ben, c'est toujours nous. Parce qu'on va toujours dépenser notre argent chez les autres. Et les autres ne nous respectent pas, en fait. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue à chaque fois. Alors, ce problème-là, je pense qu'il est vieux. Beaucoup de gens en ont parlé, des gens ils crient dessus. Et pourtant, on n'a pas l'impression que ça fait vraiment bouger les lignes. Alors, peut-être que de plus en plus, notre génération et la génération peut-être en dessous commencent à comprendre les enjeux. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose avec lequel on a honte. Et juste pour aller dans le même sens que toi, moi, ce que je constate justement, c'est que le discours qui dit aux gens de ne pas être dans les communautés, c'est un discours qui nuit aux Noirs dans le sens où le mélange dans l'aspect économique, quand tu es dans un pays à la base qui n'est pas dans lequel tu es supposé t'assimiler, eh ben profite en fait aux habitants de base du pays. C'est-à-dire quand on dit en fait aux Africains, il ne faut pas faire de communautarisme. En fait, en gros, on est en train de leur dire, il faut faire comme les Occidentaux. Parce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas être entre vous, il faut être avec tout le monde. Donc en fait, il faut consommer ce que tout le monde consomme. Ça veut dire qu'il faut aller chez Carrefour. Ça veut dire qu'il faut aller chez Auchan. Ça veut dire qu'il faut, tu vois ce que je veux dire, dépenser son argent dans les commerces classiques. Juste que les commerces classiques, finalement, ce sont des commerces de blancs quand même. Bah oui. Donc en fait, les blancs vont dépenser dans les commerces de blancs. Oui. Les noirs vont dépenser dans les commerces de blancs. Parce que si on était dans un monde dans lequel c'était tout le monde va chez tout le monde, en fait, ça voudrait dire que les blancs vont acheter dans les épiceries noires. Les blancs vont acheter dans les épiceries indiennes, dans les épiceries maghrébines. Mais ils ne le font pas. Donc en fait, en gros, la seule incitation derrière la notion de dire non au communautarisme, c'est dire en fait en réalité de manière peut-être un peu voilée, venez tous acheter chez nous, venez tous acheter chez les blancs. Clairement. Et de manière flagrante, ça appauvrit grandement la communauté, quoi. Clairement. Et si par exemple on prend le cas par exemple de ne serait-ce que de YouTube par exemple, quand on voit que aujourd'hui dans le YouTube game français, les Noirs sont très loin, c'est pourquoi en fait c'est parce que les Noirs regardent les blancs, mais les blancs ne nous regardent pas. Très bon point. Les blancs ne nous regardaient parce que si les blancs nous regardaient, on aurait des chaînes avec des milliers de vues, des milliers d'abonnés. Mais les blancs ne nous regardent pas. Donc eux qui ne sont pas pour le communautarisme, ils ne viennent pas regarder les chaînes ce que les Noirs font. Et je parle pas des 2-3 blancs qui nous regardent. Et qui vont dire dans les commentaires, je suis blanc et je regarde. Oui. C'est bien de regarder, mais vous êtes très peu nombreux. Exactement, vous êtes très minoritaires. Parce que si les blancs nous regardaient aussi, on aurait bien plus d'abonnés, bien plus de visibilité, bien plus de vues. Alors que les Noirs, eux, regardent les blancs. Donc nous sommes toujours finalement les perdants de l'histoire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas regarder les blancs, hein. Bien sûr, vous pouvez regarder qui vous voulez sur YouTube. Mais est-ce que la réciproque est vraie? Non, ce n'est pas vrai. Oui, mais au final, c'est un peu de l'hypocrisie, quoi. C'est de la bien-pensance de dire à tout le monde faites, mais en réalité, faites tant que ça nous profite. Exactement. Un peu quelque part, parce que tu as raison de le dire. Vu les sujets qu'on aborde, je pense que si les Blancs s'intéressaient un tout petit peu, parce que moi je pense que ça démontre aussi, peut-être que c'est du mépris, mais je pense que si on était américain en France, on aurait beaucoup plus de vues. Ah mais c'est clair, on serait parce que les gens sont complètement perchés sur la culture américaine. En France, oui. En France, oui, ils pensent que moi quand je vois les gens dans toutes leurs vidéos, elles veulent parler anglais, mettre des mots en anglais, etc. Je sais très bien, mais ça leur permet d'être un peu swag, d'être un peu genre hype. Moi aussi je m'y mets, tu vois.
Mais c'est ça, quoi, c'est ça. Mais franchement, je trouve que l'argument que tu donnes, il est limpide, quoi. En fait, au final, ça nous nuit à tous les niveaux. Et YouTube, c'est un très bon cas, très simple de le voir et de le comprendre. Donc, cher ami, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne, la chaîne de Naturier Eben, mais de bien prendre conscience que même simplement des actes que tu peux poser sur Internet contribuent ou pas à affaiblir, en fait, ta communauté. Et je pense que plus on sera nombreux, plus on communiquera dessus, parce que je pense que même ce genre de choses était un peu tabou avant. Et ça, c'est le bon aspect de YouTube, c'est que des gens comme toi et moi peuvent oser en parler aujourd'hui. Dire clairement les choses sans avoir la censure de, je sais pas trop, moi, TF1, ou parce que si tu dis ça dans un grand média, tu es banni, c'est clair, tu es raciste, tu es... Exactement. Mais ça, c'est clair. Alors que sur YouTube, c'est vrai qu'on a quand même cette liberté de pouvoir parler vraiment de tout ce que l'on veut, de tous les thèmes, et voilà, et échanger surtout avec vous, répondre avec vous. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant. Alors, donc, du coup, pour pouvoir continuer notre entretien, après avoir parlé de ce gros chapitre, même si je pense qu'on va peut-être revenir dessus dans la deuxième partie, parce que je rappelle, si tu arrives juste maintenant, qu'on est dans une vidéo en deux parties. La première, c'est sur ma chaîne, Investir au pays, et puis la deuxième, c'est sur celle de Naturier Eben. Donc, dès que tu finis cette vidéo, tu vas sur la chaîne de Naturier Eben pour voir la deuxième partie dans laquelle on va davantage développer les solutions. Parce qu'il y a des solutions qu'on a commencé d'ailleurs à appliquer tous les deux et qui permettent de pouvoir faire avancer les choses et donner une meilleure image de notre communauté. Alors moi je voulais parler un peu aussi un peu business quand même, parce que tu sais que moi je suis beaucoup à fond business. À fond, il faut gagner des sous, c'est super important. Parce que mais mine de rien, je veux dire, je pense que tu vas être d'accord avec moi. À la fin de journée, c'est ça qui compte, quoi. Je veux dire en termes d'influence. Si le mépris des Africains aujourd'hui aussi est grandement dû au fait qu'il n'y a pas assez de réussite, parce que tu as toujours quelqu'un là qui gagne peut-être un peu d'argent, mais qui ne comprend pas qu'il soit quand même méprisé ou qu'il ne soit pas respecté. Non, c'est vrai. Et du coup, moi l'autre truc, justement, l'autre volet que je voulais voir avec ça, c'est que, et ça c'est peut-être l'une des choses qui me fait le plus mal, c'est quand je tombe sur un Africain qui renie l'Afrique. Quand je tombe sur un Africain, j'ai déjà raconté cet épisode sur ma chaîne, je sais pas si tu avais suivi, mais j'étais en route comme ça un jour dans la rue pour un micro-trottoir, je posais des questions aux gens sur l'Afrique. Je posais beaucoup de questions un peu à tout le monde, quoi. Et puis là, j'ai eu un profil qui me semblait être génial, un papa d'un certain âge, peut-être 50, 60 ans, qui venait en face de moi, bien habillé, bien sapé. Je me suis approché de lui en me disant, lui, quand je vais lui poser la question par rapport à l'Afrique, il va certainement nous développer quelque chose de tellement... Je savais que j'avais mon gars, quoi, le gars qui allait me changer ma vidéo. Je m'approche de lui, je lui tends le micro, oui, bonjour et tout par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que vous pensez? Et là, il me lâche en pleine voix, mais vraiment en haute voix, quoi. Je n'en ai rien à foutre de ce continent de merde. Moi, je suis un Parisien. Mais à son accent, tu sentais que c'est le mec qui est là depuis 2-3 ans, quoi. Je dis, c'est pas le papa qui est né ici ou qui est venu là il y a 50 ans. Lui, il venait d'arriver il y a 2-3 ans et il disait déjà ça. Je n'ai rien à foutre de ce continent de merde. Et je me rends compte que malheureusement, il y a des gens qui ont cette image-là, ce regard-là de l'Afrique. Et je sais pas, tu en as certainement dû en rencontrer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est les deux tares qui caractérisent la communauté noire, c'est-à-dire le complexe et l'aliénation. Le complexe, c'est la complexe d'infériorité, déjà par rapport aux autres, et l'aliénation, c'est-à-dire que on nous a complètement lavé le cerveau, on est des schizophrènes. Et moi, c'est ce que j'appelle, je pense que la communauté noire a besoin d'afrothérapie, en fait. Et je pense que cette personne-là, qui n'était même pas là depuis très longtemps et qui dit ça, c'est quelqu'un qui, je pense, a été très frustré quelque part et qui est dans l'autodétestation de lui-même, en fait. Et je pense qu'on peut pas vivre en se détestant soi-même, c'est pas possible. Surtout que c'est le genre de personne qui fait comme ça, va faire sa vie, et puis le jour il va se prendre la claque de la négrophobie, c'est quelqu'un qui va très très mal le vivre. Parce que cette personne-là pense qu'elle est acceptée, qu'elle est peut-être même plus blanc que le blanc, plus royaliste que le roi, mais elle saura très bien sa condition, elle saura très bien qui elle est, et c'est à ce moment-là peut-être qu'elle prendra conscience de sa bêtise et de son aliénation par la suite, en fait. Donc moi, cette personne-là, je pense que quand elle va comprendre vraiment la négrophobie et les différences qu'elle va subir, à ce moment-là, peut-être que ça leur mettra les idées en place. Quoique, peut-être pas, mais peut-être. Il y a aussi beaucoup de gens ici en France, et je pense que c'est un phénomène que tu dois connaître, qui rêvent de l'Afrique, se projettent vers l'Afrique, mais n'y vont jamais. Je parle des Noirs. On a tous un oncle ou une tante qui, depuis 20 ans, dit qu'il va rentrer en Afrique. Qui ne rentre pas. C'est vrai. Et tous les ans, il est toujours là, je vais rentrer. C'est vrai. Et au final, il ne rentre pas. Et moi, j'ai vraiment un message très clair, quoi, par rapport à ces gens-là. C'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis parce qu'en réalité, en termes d'opportunités, il y a rien qui vaut l'Afrique, quoi. Et j'ai toujours été très effaré de voir que les gens fuient l'Afrique quand beaucoup de personnes se battent pour aller en Afrique. Les Américains, les Chinois, les Européens, tout le monde se bat pour aller en Afrique. C'est ça, c'est vrai. Et les Africains se battent
pour fuir pour leur pays. Enfin, certains, parce que je pense qu'il commence à y avoir quand même une génération assez consciente sur place, qui comprend les enjeux et qui se dit, en fait, non, c'est ici que les choses se passent et c'est ici qu'il faut rester pour pouvoir agir. Moi, j'invite vraiment, alors il faut se préparer à ça, il faut se préparer à rentrer, il faut pas le faire comme ça, mais j'invite vraiment tous les Noirs, tous les Afro à bien réaliser que, et ça c'est Nana Akufo-Addo qui l'a dit récemment à Macron, à Paris, tant que l'Afrique sera pauvre, où que tu sois sur la planète, la honte et le mépris de l'Afrique te suivra. C'est clair. C'est vrai. Le monsieur que j'ai vu la dernière fois, je me dis, et ça c'est vrai pour tous les blacks, ouais. Du coup, tu as souvent le sentiment quand tu écoutes certaines personnes qui se rendent compte que mais en fait, j'ai réussi dans la vie. Donc, d'un point de vue social, j'ai tout. J'ai une belle voiture, belle maison, des millions dans mon compte en banque. Mais je suis pas respecté, en fait. Non, je suis toujours méprisée. Ouais, c'est sûr. Donc, en fait, par exemple, si je prends le cas, je sais pas moi, des Canadiens, d'un Australien, d'un Américain, peu importe dans le monde où il a un problème, son pays sera là pour lui. On va le rapatrier, on va l'aider. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour lui, en fait, de son pays. Alors que nous, Africains, c'est différent. On a un problème n'importe où dans le monde. On sait que, malheureusement, on n'aura pas le oublié. soutien. On est les oubliés, en fait. Il y aura pas de soutien de l'État, peu importe l'État africain, il y aura pas de soutien. Donc, à partir de ça, les gens ne nous respectent pas parce qu'ils savent très bien que on peut faire ce qu'on veut, en fait. Voilà, exactement, parce que nos présidents eux-mêmes ne nous respectent pas, en fait. Bien sûr. Donc, malheureusement, on sait que on peut pas s'amuser avec un Américain. On le sait très bien parce qu'on sait ce qu'ils peuvent faire. Alors que nous, c'est pas grave, en fait. Donc, à nous de prendre nos responsabilités par rapport à ça. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette première partie. Très, très intéressante. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé de faire cette première partie. Ouais. La suite, ce sera sur ta chaîne. Tout de suite, tu vas sur la chaîne Nature Eben et tu vas avoir les solutions aux problèmes que l'on a abordés ici. Et ce sera plutôt l'inverse. Hein. C'est Nature Eben qui va peut-être davantage me poser des questions. Là, je vais prendre le lead. Elle va prendre le lead, c'est ça. D'ailleurs, si tu es nouveau ici ou nouvelle, en plus de t'être abonné, comme je disais, tu vas dans la barre de description. Tu cliques pour recevoir gratuitement le petit livre que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement, mais qui va t'aider parce qu'il va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, merci beaucoup Nature Eben de t'être prêté à l'exercice. Et puis, dimanche, c'est super important que tu le saches, dimanche, on est en direct à partir de 21h sur nos deux chaînes, normalement, pour pouvoir répondre aux questions que vous auriez par rapport aux thématiques que l'on a abordées dans cette vidéo, mais aussi dans celle que l'on fait sur la chaîne de Nature Eben. Du coup, voilà, si tu as des questions, tu pourras nous les poser dimanche et puis on va peut-être revenir sur quelques-uns des éléments que l'on a vus ensemble, histoire d'aller un peu plus loin. Merci beaucoup, en tout cas une fois de plus, de t'être prêté à l'exercice. Et puis, à tout de suite sur ta chaîne. Ok, à tout de suite sur ma chaîne.